Vous n'avez jamais compris le format RAW ou le format JPEG, vous ne savez pas quelles sont les différences entre ces deux formats de fichiers, ou on vous dit faut que tu travailles en JPEG parce que dans telle situation c'est mieux qu'en format RAW et vous ne savez pas pourquoi, ou alors inversement, on vous dit travaille en RAW, tu verras, c'est nettement mieux que de travailler en JPEG, les photos seront meilleures. Alors, c'est bien de dire ça, mais le mieux c'est d'expliquer. Et ce que je vous propose au sein de cette vidéo, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu en détail la différence entre le RAW et le JPEG. Avant de débuter cette vidéo, je tiens à m'excuser des conditions dans lesquelles je tourne la vidéo parce que ça fait plus de 10 jours que j'essaye de tourner cette vidéo, mais après diverses aventures et mésaventures qui m'est arrivé pour le tournage de cette vidéo, à croire que cette vidéo est maudite, nous verrons cela dans les statistiques et dans le nombre de vues qu'elle aura, mais j'ose espérer que ça va s'améliorer une fois qu'elle sera éditée sur la chaîne YouTube et que vous l'aurez à disposition en visionnage. Bref. Par avance, étant donné que mon bureau au jour d'aujourd'hui est dans l'Aude et plus exactement à Mascarabès, pour ceux qui se connaissent, en Occitanie, et de ce fait, les conditions météo ne sont pas forcément optimales pour tourner des vidéos en extérieur. Mais c'est un parti pris, depuis le début je m'efforce de tourner à 90% du temps en extérieur, donc les conditions, il faut que je m'adapte. Et là, je peux vous garantir que depuis 10 jours, je m'adapte bien et j'en entends même parler à la maison parce que à la maison, ça râle un peu que j'en sois quand même à la 7e fois, à la 7e tentative de tournage. Donc là, j'ai dit, tant pis, je fonce, on tourne la vidéo. Les bourrasques devant nous feront avec. Je vous demande de m'en excuser par avance. Mais il arrive un moment donné, si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, on n'arrivera jamais à rien. À présent, pour pouvoir comprendre le fonctionnement d'un fichier RAW et d'un fichier JPEG, nous allons parler du fonctionnement d'un appareil photo. Alors, je vais vulgariser le plus possible ce fonctionnement, puisque effectivement, entre un boîtier hybride et un boîtier réflexe, il y a quelques petites notions de fonctionnement, mais grosso modo, nous pouvons dire que le fonctionnement des deux boîtiers est similaire. Donc vous avez votre sujet, vous avez fait votre composition, vous avez fait votre mise au point et vous êtes prêt à déclencher. Donc là, concrètement, dans l'appareil photo, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez votre sujet qui émet une lumière que l'objectif capte et cet objectif va envoyer cette lumière sur le capteur. Par contre, cette lumière va rencontrer un premier obstacle et ce premier obstacle est le diaphragme de votre objectif puisqu'il va imposer une certaine quantité de lumière au capteur, il va laisser passer une quantité de lumière et interdire une autre quantité de lumière. Donc grosso modo, vous avez la valeur F qui rentre en ligne de compte à ce moment-là, le fameux F de 8, F4, F5, 6, F8, etc. etc. C'est à ce moment-là que ça rentre en ligne de compte. Donc, vous avez votre sujet, la lumière qu'émet votre sujet traverse l'objectif, traverse le diaphragme, arrive sur le capteur. Et là, vous avez défini une certaine vitesse de prise de vue. Et cette vitesse de prise de vue, en fait, va déterminer au microprocesseur le temps qu'il a pour lire le capteur. Alors, lorsque je dis lire le capteur, c'est-à-dire qu'il doit, dans ce laps de temps défini, lire la totalité des pixels du capteur. C'est très important, nous y reviendrons ultérieurement. Donc une fois que vous avez défini la vitesse de prise de vue, que vous avez fait votre mise au point, votre cadrage, votre composition, etc., imposé l'ouverture, vous allez déclencher. Et au moment donc où vous déclenchez, c'est l'ordre au microprocesseur de lire chacun des pixels de votre capteur. Le microprocesseur va donc calculer le poids photonique de chacun des photosites. Autrement dit, il va donner une valeur de luminance à un pixel et une valeur de chrominance. Alors, luminance, luminosité, chrominance, couleur. Ici, donc, nous fonctionnons en système de colorimétrie dit additive. C'est-à-dire que je vous renvoie aux différentes vidéos de la chaîne qui ont été précédemment éditées sur la chaîne, où vous avez l'explication de tout ce qui est couleur additive, balance des blancs, triangle d'exposition, etc., etc. Je vous invite à aller voir toutes ces vidéos qui vous compléteront cette vidéo par rapport au fonctionnement de l'objectif et de l'appareil photo pour la prise de vue.
Une fois que tous les pixels ont donc été lus, qu'ils ont eu leur valeur de luminance et de chrominance établie, ils sont stockés dans une mémoire tampon. Là, vous pouvez vous rendre compte que je n'ai pas parlé des ISO. J'ai parlé ouverture, j'ai parlé vitesse, mais je n'ai pas parlé ISO. Les ISO, c'est à ce moment-là qu'ils vont intervenir, puisque votre appareil photo, enfin le microprocesseur de votre appareil photo, à ce moment-là, une fois que la photo a été mise en mémoire tampon, là, il va appliquer les ISO à l'image qui a été ainsi obtenue. Alors, je parle d'image, mais je devrais plutôt dire fichier, puisque nous avons entre ce moment de mise en mémoire tampon et ce moment de lecture du capteur un petit microprocesseur qui s'appelle un convertisseur numérique analogique. Donc ce convertisseur va transformer un signal numérique en un signal analogique. Et c'est à ce moment-là que le microprocesseur va appliquer les ISO. Il va les appliquer sur ce signal analogique. Donc si vous prenez 100 ISO, valeur native de votre appareil photo, eh bien le fichier ne va pas être modifié. Par contre, si vous prenez 200 ISO, eh bien le fichier, grosso modo, va être multiplié par 2. Nous allons augmenter la luminance de notre fichier par 2, puisque nous sommes passés de 100 à 200 ISO. Si nous étions à 1600 ISO, nous aurions multiplié la luminance par 16, puisque de 100 à 1600, il y a 16 fois. Donc vous voyez, ce fichier va être modifié en luminance, donc il va être amplifié, le signal électrique va être amplifié pour faire un simulacre d'apport de lumière. Je vous renvoie à la première vidéo qui traite du triangle d'exposition de manière très scolaire, et là, à ce moment-là, je vous explique l'impact des ISO sur votre prise de vue. Continuons le processus. Une fois que ces ISO ont été appliqués, le fichier est remis en mémoire tampon, et à ce moment-là, vous avez modifié les réglages de votre appareil photo pour lui indiquer comment travailler. Est-ce qu'il doit travailler en RAW ou est-ce qu'il doit travailler en JPEG? Si vous avez défini qu'il devait travailler en RAW, à ce moment-là, il va prendre le fichier, lui ajouter ce que l'on appelle les métadonnées. Grosso modo, alors je vais vous lister quelques métadonnées, mais c'est une donnée qui est exhaustive. Selon les marques, selon les modèles, selon la gamme d'appareils photo, les métadonnées d'un fichier RAW peuvent varier. Et elles peuvent être indénombrables. Vous avez, grosso modo, la position GPS, l'heure de prise de vue, la date de prise de vue, le copyright, si vous avez mentionné un copyright dans votre appareil photo. Vous avez la balance des blancs, et oui, parce que les fichiers RAW ont une balance des blancs neutre. C'est-à-dire que l'appareil photo va prendre une photo qu'il va transformer en fichier RAW, mais la balance des blancs sera neutre, elle sera de l'ordre de 5300 Kelvin environ. Et je vous rappelle que c'est de la vulgarisation, hein, attention qu'on soit bien précis. Et ces 5300 Kelvin peuvent varier en fonction de la balance des blancs que vous avez imposée à votre appareil photo. Par exemple, si vous avez fait une photo à 2800 Kelvin, ben, ces 2800 Kelvin vont être stockés dans les métadonnées et ils seront appliqués à l'ouverture du fichier. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc vous voyez, ces métadonnées sont diverses et variées. Il peut y avoir aussi le numéro de série de l'appareil photo, le numéro de série de l'objectif que vous avez utilisé, donc les EXIF, bien évidemment, ouverture, ISO, vitesse, c'est primordial. Et puis, là, je vous dis encore une fois, la liste est vraiment indéfinissable. Hein. Il y a tellement de métadonnées que ce serait compliqué de toutes les énumérer et nous y passerions quasiment toute la vidéo. Pour rien, parce que concrètement, cela ne nous apporterait rien de concret de plus que ça. Donc si vous travaillez en format RAW, le microprocesseur de votre appareil photo va compiler tout ceci en un seul fichier et va l'envoyer sur la carte mémoire. Au passage, il va vous faire une simulation JPEG qu'il va vous afficher à l'écran pour vous donner le résultat de la prise de vue. J'insiste bien sur le fait que c'est une simulation. C'est une interprétation de votre appareil photo du format RAW via le capteur de l'appareil photo. C'est une indication de prise de vue. Il ne faut, encore une fois, comme je l'ai énoncé dans différentes vidéos, ne jamais se fier à ce que peut vous transmettre l'écran LCD arrière de votre appareil photo après une prise de vue. Cela peut être trompeur, vous pouvez avoir du flou, vous pouvez avoir du flou de bouger, vous pouvez avoir des choses que vous n'avez pas forcément vues sur l'écran arrière de l'appareil photo, mais une fois que vous allez être devant l'écran de votre ordinateur, c'est
petites anomalies vont faire en sorte que votre photo sera inutilisable. Donc attention, méfiance quand vous prenez une photo et quand vous regardez le résultat sur l'écran LCD arrière. La deuxième solution de fonctionnement de votre appareil photo, c'est que vous lui avez demandé de travailler en JPEG. Et là, à ce moment-là, donc lui, il a le format RAW en mémoire, c'est pas un souci. Mais par contre, dans le menu de configuration de l'appareil photo, vous avez préprogrammé certains post-traitements liés à votre appareil photo qui seront appliqués au format RAW et développés en format JPEG. Vous avez principalement notamment les aberrations chromatiques, le vignettage, la distorsion, etc., etc. en fonction de votre objectif, bien évidemment. Vous avez aussi potentiellement la position GPS, l'heure, la date de prise de vue. Et peut-être que vous trouverez, selon les modèles d'appareil photo, dans le format JPEG, le modèle d'appareil photo, ainsi que l'objectif et les exifs. Voilà, ce sont grosso modo les seules informations que vous allez trouver sur un JPEG. Rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Parce que là, grosso modo, je viens de vous expliquer comment fonctionne votre appareil photo lorsque vous lui demandez de travailler en RAW ou de travailler en JPEG. Nous avons vu qu'il a deux orientations complètement différentes, mais qui sont similaires dans le traitement de l'image par votre appareil photo jusqu'au moment où vous avez choisi et vous avez imposé à votre appareil photo de travailler ou en JPEG ou en RAW. Maintenant, si vous le voulez bien, revenons un petit peu à la technique pure photographique. Je vous rappelle que nous sommes en système colorimétrie dit additif, c'est-à-dire que nous travaillons en rouge, vert, bleu et que 100% de rouge, 100% de vert, 100% de bleu font du blanc pur et que l'absence de lumière fait du noir absolu. Ce sont les deux principes à connaître et à maîtriser par cœur. Alors pourquoi je reviens un petit peu sur ceci? Parce que vous avez potentiellement des fichiers JPEG qui sont de l'ordre de 8 bits. Alors 8 bits, cela veut dire que vu que nous sommes en trichromie, pour parler un petit peu techniquement, puisque rouge, vert, bleu, nous avons 256 niveaux de rouge, 256 niveaux de bleu, 256 niveaux de vert. Je vous renvoie à la vidéo, encore une fois, qui traite de l'exposition à droite, l'intérêt et le pourquoi exposer à droite. Vous comprendrez un petit peu plus en détail cette nuance. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le format JPEG, lui, va être un format 8 bits. C'est-à-dire que nous allons avoir 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu, 256 nuances de rouge. Ce qui nous fait grosso modo 17 millions de nuances de couleurs différentes. Donc vous avez un panel qui est quand même assez large. Vous allez me dire, ça suffit, 17 millions, ça, pour le commun des mortels, ça suffit largement. Je vous dirais, attention, méfiance, parce que 17 millions de couleurs, oui, ça suffit effectivement, mais dans certains cas, vous pouvez avoir des cassures dans la nuance de dégradé de ces couleurs, et que des fois, le format JPEG a ses limites, et c'est un petit peu, alors là, je spoil un petit peu la vidéo, mais c'est un petit peu le point noir du format JPEG, et c'est pour ça que l'on ne peut pas développer un format JPEG avec un logiciel de post-traitement. C'est parce que quand vous le regardez à l'écran, c'est suffisant, mais c'est limite, encore une fois, dans les nuances de dégradé, parce que des fois, encore une fois, il peut y avoir des cassures dans ces dégradés, et ce qui peut être déplaisant au regard. Par contre, là, lorsque nous sommes en format RAW, le format RAW, lui, possède un format 12, 14 ou 16 bits en fonction des modèles d'appareils photo, en fonction des marques d'appareils photo et en fonction de la gamme d'appareils photo. Mais prenons, si vous voulez bien, le 14 bits. Eh bien, le 14 bits, lui, le format RAW, donc en 14 bits, va avoir 51 millions de nuances de couleurs différentes. Donc vous voyez que à ce niveau-là, le format RAW va nous offrir une amplitude colorimétrique et un panel de dégradés qui est sans commune mesure avec un format JPEG 8 bits. Donc rien qu'à ce niveau-là, il est beaucoup plus intéressant de travailler en RAW dans certaines conditions plutôt qu'en JPEG. Nous y reviendrons un petit peu tout à l'heure dans les conclusions de cette vidéo. À présent, le format RAW n'est pas un format anodin puisque il présente un certain poids sur la carte mémoire. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, un format RAW dépend de la taille du capteur de votre appareil photo. Pour vous faire une cote mal taillée et un ordre d'idée, vous pouvez vous dire que 1 pixel égale 1 octet. Donc, si nous extrapolons et si nous vulgarisons encore une fois le fait,
Nous avons pour un capteur de 24 mégapixels des fichiers de 24 mégaoctets. Un capteur de 50 mégapixels des fichiers de 50 mégaoctets. Alors vous allez me dire, oui c'est pas beaucoup, le poids est pas lourd, mais attention, plus donc votre fichier RAW est gros, plus il est détaillé, plus il est nuancé, plus il est texturé, etc., etc. Donc effectivement, vous avez entre un 24 mégapixels et un 50 mégapixels, grosso modo, le double de taille, mais c'est un double de taille qui n'est pas anodin, puisqu'il va falloir que votre système informatique puisse l'absorber. Et je peux vous garantir que pour avoir fait l'essai et l'expérience, lorsque vous passez de 24 mégaoctets à 50 mégaoctets pour des fichiers RAW, bien souvent, lorsque vous n'avez pas prêté attention et lorsque vous avez oublié que votre ordinateur était plus ou moins vétuste, eh bien là, votre ordinateur va commencer à ramer pour pouvoir développer ses photos en post-traitement. Donc attention à ceci. À la limite, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo pour la chaîne YouTube, comment choisir son capteur en fonction, et donc son appareil photo, en fonction de son ordinateur, de la vétusté de celui-ci, sachant que plus nous avons un capteur imposant, plus nous aurons des gros fichiers RAW. Si nous continuons notre avancée technique et notre réflexion, lorsque tout à l'heure je vous ai dit que le fichier RAW comportait un fichier avec une balance des blancs neutre et que la balance des blancs imposée à la prise de vue était stockée dans les métadonnées, vous allez, lorsque vous allez ouvrir ce fichier sur Lightroom par exemple, avoir la balance des blancs que vous aviez prédéfinie. Alors attention, parce que je me suis rendu compte qu'en fonction des appareils photo, en fonction des marques, il peut y avoir une petite déviance d'interprétation de cette balance des blancs. Effectivement, lorsque j'étais chez Canon, lorsque j'ouvrais mes fichiers sur l'ordinateur, j'avais grosso modo une différence de balance des blancs qui était quasiment nulle. Par contre, depuis que je suis passé chez Sony, je me rends compte que l'interprétation de Lightroom de mes fichiers RAW fait que ma balance des blancs est faussée grosso modo de 150 Kelvin environ. C'est un point qui vient me faire soulever un autre détail par rapport au fichier RAW, c'est que le fichier RAW ne peut être lu que par des logiciels ou des applications capables de lire les fichiers RAW. Vous ne pouvez pas ouvrir un fichier RAW sur une application comme vous ouvrez un fichier JPEG. Ce sont deux utilisations, le JPEG et le RAW, qui sont complètement différentes. L'un, comme vous avez pu commencer à le comprendre, est voué au post-traitement, l'autre est voué à une utilisation directe. Donc là, peut-être que si j'ouvrais mon fichier RAW avec DxO, j'aurais une autre interprétation de ma balance des blancs. Peut-être que si j'ouvrais directement mon fichier avec Camera Raw, j'aurais une autre interprétation de mon fichier RAW. Vous voyez, chaque logiciel de post-traitement a sa propre interprétation du fichier RAW qui lui est propre. Petite parenthèse, concernant la dénomination des fichiers RAW, ou l'extension pour parler d'un point de vue informatique, alors l'extension c'est le nom de fichier point extension, donc les 3 ou 4 lettres qui précèdent le point. Les extensions vont varier selon les marques de votre appareil photo. Si vous êtes sur Canon, vous allez avoir des extensions avec les appellations CR, CR2, CR3. Si vous êtes chez Sony par exemple, comme moi, vous aurez des extensions ARW. Si vous êtes chez Nikon, vous aurez des extensions du type NEF. Par contre, je reviens sur un petit détail qui a toute son importance. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler de fichier RAW et non pas d'image RAW, puisqu'un fichier RAW contient une image brute de capteur et des métadonnées. Il ne faut en aucun cas parler d'image RAW, puisque ce n'est pas concrètement une image, c'est un fichier, puisqu'un fichier, encore une fois, contient l'image brute de capteur plus des métadonnées. C'est donc bien un fichier, puisqu'il y a beaucoup plus d'informations que pour une image. À la limite, un format JPEG, oui, c'est une image, puisque, grosso modo, il n'y a quasiment que des informations qui contiennent une image. Alors, puisque nous sommes dans le rendu des images et dans le post-traitement avec Lightroom, par exemple, l'avantage du fichier RAW, c'est que vous avez la maîtrise complète du post-traitement de votre image. Autant lorsque vous avez demandé à votre appareil photo de travailler en JPEG, vous n'avez la main sur rien, puisque vous avez défini dans les menus de fonctionnement de votre appareil photo comment il devait développer ce fichier RAW pour vous donner une image JPEG directement exploitable. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que dans ce développement de fichier RAW, pour avoir un JPEG, vous allez avoir les styles d'image, vous allez avoir une colorimétrie d'imposé, vous allez avoir des modifications dues à l'optique,
vous allez avoir tout un tas d'options de post-traitement que vous avez encore une fois prédéfinies lors de l'initialisation de votre boîtier pour sa première utilisation. Puisque vous avez entièrement la main sur le post-traitement et le rendu final de votre image, et là j'attire votre attention puisqu'un fichier RAW ne peut être détruit. Lorsque vous l'ouvrez sous Lightroom, Lightroom va ouvrir un fichier annexe, un fichier secondaire, dans lequel il va stocker toutes les modifications que vous allez apporter à ce fichier. Vous pouvez rouvrir ce fichier RAW à n'importe quel moment, il sera toujours identique, entre guillemets, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais employer un petit peu un terme qui n'est pas vraiment juste, mais vous allez potentiellement avoir un fichier qui sera identique à chaque ouverture, chaque fermeture. Et c'est l'avantage du fichier RAW. La base du fichier RAW est indestructible, entre guillemets. Alors que si vous travaillez sur JPEG, le format JPEG, lui, sauf si vous le renommez pour enregistrer les modifications que vous avez faites, si vous ne faites pas attention, vous allez enregistrer les modifications sur le même fichier que vous avez ouvert. Donc là, ce sera perdu. Donc le fichier JPEG, lui, est destructible. Donc attention à cela, ça peut être dommageable. Mais puisque nous sommes en post-traitement, je reviens à mon idée première, vous avez la maîtrise complète du post-traitement, le rendu complet de l'image au final. Avec les 50 millions de couleurs grosso modo à votre disposition, vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas de panels de couleurs et de colorimétrie qui dépassent l'imaginaire. Ce qui m'amène à dire que, puisque l'image brute de capteur est tout sauf plate, là il faut bien que vous ayez en tête cette notion, un fichier RAW est tout sauf plat, il a emmagasiné dans sa base de données tout un tas de détails que votre œil n'a pas pu voir sur le terrain. C'est-à-dire que s'il y a des nuances de couleurs, par exemple des nuances de bleu, des nuances de mauve, des nuances de rouge, de jaune, etc., qui sont présentes sur le terrain, votre capteur les aura enregistrées et stockées dans sa mémoire. Mais ce n'est pas pour autant que votre œil aura pu les voir. Par contre, grâce au post-traitement, et notamment sous Lightroom, vous allez pouvoir aller chercher en post-traitement ces nuances de couleurs qui sont présentes, qui sont là, puisque le capteur les a enregistrées, et vous allez pouvoir les faire réapparaître au post-traitement. Chose que vous ne pourrez pas faire avec le format JPEG, encore une fois, puisque le format JPEG, une fois qu'il a été développé par votre boîtier, il est figé. Pour en revenir donc à ce support de 16 bits ou de 14 bits ou de 12 bits de vos fichiers RAW, donc de ces 50 millions de couleurs à votre disposition, cela vous donne un ordre d'idée de la plage dynamique à votre disposition entre les hautes lumières et les basses lumières pour pouvoir développer en toute aisance votre photo. Alors, c'est pas pour autant que les hautes lumières, si elles sont cramées, elles sont cramées. Hein. Si les ombres sont bouchées, elles sont bouchées. C'est pas parce que vous travaillez en RAW que vous allez pouvoir faire des miracles, bien au contraire. Le format RAW, lui, a les limites que votre appareil photo a. C'est pour cela que dans différentes vidéos de la chaîne, vous avez comment calculer la plage dynamique et la plage dynamique utile de votre appareil photo. Je vous invite à aller visionner ces vidéos pour pouvoir avoir idée de la zone de confort dans laquelle vous pouvez travailler en plage dynamique dans vos photos. À la prise de vue. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que l'utilisation du format RAW, lui, demande quand même une assez bonne maîtrise de la pratique photographique et des bases photographiques. Certes, si vous vous lancez directement dans l'utilisation du format RAW, vous allez prendre des coups de pied dans les fesses parce que vous allez faire des erreurs de post-traitement, parce que vous aurez fait des erreurs de prise de vue sur le terrain. Donc il n'y a pas de meilleure école que l'école des erreurs. On apprend beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement en ce sens. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Mais attention, des fois, la gamelle peut être sévère et le retour de manivelle un peu trop sévère et un peu trop rude. Donc attention, allez-y doucement, commencez doucement dans votre apprentissage du format RAW. Alors, me direz-vous, quand et comment travailler en RAW, quand et comment travailler en JPEG? Eh bien écoutez, j'ai pas de recette miracle à vous apporter. Je vous dirais bien de faire votre mayonnaise vous-même en fonction de votre expérience. De toute manière, encore une fois, il n'y a pas de meilleur apprentissage que votre propre expérience. C'est pour cela qu'au cours de plusieurs vidéos de la chaîne, je vous dis qu'il faut apprendre, qu'il faut essayer, réessayer, faire des erreurs, prendre des gamelles, surlever, recommencer.
C'est comme ça que l'on apprend le mieux. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai pris des gamelles ou que je me suis fait laminer sur les groupes Facebook lors de la présentation de certaines de mes photos, il ne faut pas en avoir peur. Voilà, il faut en avoir conscience et la critique est bonne à prendre quand elle est constructive. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de foncer tête baissée. Mais attention, il ne faut pas non plus foncer tête baissée en regardant ce bout de ses chaussures. Il faut regarder loin devant soi et un petit peu comme un sauteur en longueur, savoir où on va mettre les pieds à l'atterrissage. Personnellement, j'utilise le JPEG lorsque je sais que je n'aurai pas besoin de post-traiter mes photos. Lorsque je suis en réunion de famille, lorsque je suis en balade et que je sais que je vais faire de la photo familiale, voilà, je suis en JPEG à 100% du temps lorsque je suis, on va dire, dans un domaine familial, où cela reste des photos souvenirs. Lorsque par contre je travaille mes couchers de soleil, mes macros ou mes photos naturalistes, là par contre je suis en RAW parce que je veux faire de la photo alors plus artistique. Le format RAW va vous permettre d'aborder une notion artistique que ne va pas vous permettre d'aborder le JPEG. Encore une fois, ce sont deux mondes et deux domaines différents. Il faut savoir quand utiliser le JPEG et quand utiliser le RAW. Là, ce que je vous dis, c'est la sauce à Champix. Si vous voulez faire des photos de famille en RAW, eh ben, faites des photos de famille en RAW. Qu'est-ce qui va vous en empêcher ? Professeur Nimbus, on s'en fout de professeur Nimbus qui vous montre déjà comment lui il travaille et puis après on verra. D'accord ? Bon et bien voilà, écoutez, au bout de la 7e prise de vue, je suis enfin arrivé à faire à peu près ce que j'ai voulu faire pour le format RAW et pour le format JPEG. J'espère que j'ai tout dit, parce que je vous avoue franchement que depuis 7 tentatives de prise de vue, je ne sais plus trop où j'habite, même si j'ai pris des notes. Je pourrais vous montrer les notes que j'ai prises. Elles ont pris l'eau, elles ont pris l'humidité, il y en a même une feuille qui est tombée dans la rivière. Donc quand je vous dis que j'ai vraiment pas eu de bol pour cette vidéo, c'est que j'ai vraiment pas eu de bol. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. En ce qui me concerne, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport au RAW ou au JPEG. Si vous avez des interrogations, posez-les-moi, nous en discuterons ensemble. Si vous avez des questions, pareil, posez-les-moi, nous y répondrons. Je vous invite, pour les personnes les plus intéressées, à souscrire à la chaîne pour pouvoir en débattre lors de visioconférences. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris mon pied quand même à la tourner, même si ça a été très laborieux, mais n'empêche que, encore une fois, je me suis régalé pour vous tourner cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Laissez-moi le petit pouce bleu. Je pense à mes deux copains, n'oubliez pas le dislike, hein, sinon c'est pas marrant. Et puis moi, quelque part, ça m'ennuierait que vous mettiez des pouces bleus maintenant. Non, je déconne, si vous pouviez aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, ça m'arrangerait. Je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.